Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, responsable de la multigestion chez Ports en Par Gestion, et je vous retrouve pour faire le point sur le premier trimestre de l'année 2023. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Je vous propose de nous arrêter une dizaine de minutes, comme à chaque fois, pour parler des performances de nos profils, de l'allocation actuelle, du top et flop 3 des supports, de nos derniers mouvements et enfin des perspectives à venir. Donc concernant les performances, on débute l'année 2023 sur des performances nettes des frais de gestion de 3,71% sur le profil dynamique, dont l'exposition action à fin mars est de 80%, de plus 1,86 sur le profil équilibré, qui a une exposition action de 43%, et de 0,07% sur le profil modéré, exposé à hauteur de 19% aux actions. Notre positionnement actuel maintenant, en termes d'allocation à fin mars, le profil équilibré, comme je vous l'indiquais, est exposé à hauteur de 43% en actions. Sur les obligations, nous sommes à 53% et nous sommes à 4% en fonds alternatifs. Quand on regarde en détail par rapport à fin 2022, le profil de risque a donc très légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent, en désensibilisant notre exposition aux actifs alternatifs de 4%, et en augmentant une nouvelle fois les obligations de l'ordre de plus 4%. En fait, c'est la corrélation entre nos supports qui a augmenté et non le risque idiosyncratique de chaque support. On détaillera cette opération et les autres un peu plus loin dans le podcast. Je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% actions et descendre à 20% au minimum. En termes de choix d'allocation en détail, donc on a toujours une légère surpondération sur les actions. Notre pondération est juste au-dessus de la neutralité, 43%. Nous sommes à 3% au-dessus. Au sein des actions, on n'a pas changé, toujours une préférence sur les gestions défensives et value. Aux États-Unis, 70% value et 30% croissance. Par contre, dernièrement, on a vu que l'actualité financière a rebattu un peu les cartes et favorisé la croissance. Il y a deux points que je souhaiterais citer. Les tout derniers chiffres aux États-Unis montrent à nouveau un essoufflement de l'économie, surtout dans les activités manufacturières. Donc ça, c'est plutôt propice à la croissance. Et deux, la faillite de la SVB, de la banque SVB, Silicon Valley Bank, a mis un coup de pression sur le secteur bancaire, qui est associé au secteur de la value, et a fait baisser les taux souverains. Et donc on a vu un flight to quality qui est également plutôt favorable pour les valeurs de qualité et de croissance. Maintenant en Europe, on est 100% blend, toujours, et d'un point de vue géographique, au global, on préfère les actions européennes pour des questions de dynamique de résultats et d'avancer dans le cycle économique. Les résultats publiés pour la fin 2022 militent, d'après nous, plutôt pour une mise en avant des sociétés européennes. Si on regarde en détail, les révisions sur les perspectives bénéficiaires pour 2023 ont globalement été baissières sur toutes les zones, mais la zone euro est celle qui résiste le plus, moins 0,4% de révision contre moins 4 pour les US par exemple. Le consensus donc maintenant s'attend à une croissance des bénéfices 2023 de plus 6,4% pour l'Eurostoxx et seulement de 1,7% pour le S&P 500. Si on regarde maintenant en termes de valorisation, on considère qu'il y a une légère décote sur les actions européennes en comparant les deux zones sur les 5 dernières années. Cette décote s'est quand même réduite sur les derniers mois avec la surperformance des actions européennes. On a renforcé aussi nos positions sur les small limit caps en augmentant notre exposition à l'Europe de 3% et en restant ISO aux États-Unis. En fait, on a mis en pratique notre constat que je vous avais mentionné dans le dernier podcast, à savoir une classe d'actifs small limit cap qui est délaissée par les investisseurs et qui devrait retrouver des couleurs dans les prochains mois grâce à sa sous-valorisation. Maintenant sur les obligations, notre pondération, comme je vous l'indiquais, a augmenté de 4%. Au sein des obligations, on maintient notre préférence pour le risque de crédit, d'abord sur les subordonnées financières, et dans une moindre mesure sur la dette high yield corporate, la dette d'entreprise des pays émergents, même si la dette d'entreprise des pays émergents, on le verra dans les opérations, on la remet progressivement en avant. Sur les subordonnées financières, il y a eu un événement concernant Crédit Suisse qui a challengé très clairement notre avis positif sur cette classe d'actifs.
Je vous resynthétise les faits. La décision des autorités suisses de réduire à néant les positions d'AT1 avant les actionnaires aurait pu remettre en cause notre vision sur la classe d'actifs. Donc il y a eu des derniers communiqués assez rapidement des autorités européennes qui militent pour une conservation puisque la prime de risque des AT1 des banques européennes reste à un niveau élevé. Le yield to worst est à hauteur de 11,4% au 31 mars et ce fameux communiqué des autorités européennes bien du coup indique qu'effectivement les actionnaires doivent passer avant les créanciers dans ce cas de figure. Donc bon, on reste toutefois vigilant, on maintient mais on reste toutefois vigilant et si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous invite à lire notre communication sur le sujet sur le site de Ports par Gestion. En complément des obligations, donc on conserve un reliquat sur un fonds en gestion alternative. On est à hauteur de 4% comme je vous l'indiquais. Maintenant sur les devises, nos portefeuilles sont investis sur le dollar à travers des positions sur des actifs américains ou en USD. Cette exposition elle représente 8% dans le portefeuille équilibré. Maintenant, je vais vous détailler les best performers et les flops sur le trimestre. Donc, dans les meilleurs fonds, on a le fonds de chez Comgest, le Renaissance Europe, qui performe de 13,94% sur le trimestre. Il y a le caractère croissance et la qualité des valeurs du fonds qui ont particulièrement bien profité sur cette période. Les styles ont bien progressé. Et ils excluent de fait le secteur bancaire qui a chuté. Je vous indiquais SVB, Crédit Suisse. Et donc à l'intérieur de ce fonds-là, on peut citer les 3 premières positions du fonds, Novo Nordisk dans la santé, ASML dans la technologie et LVMH dans le luxe qui ont progressé respectivement de plus 16, plus 24 et à nouveau plus 24% sur le trimestre. Le deuxième support, le fonds de chez BlackRock Euromarkets qui réalise une performance de 12,23%. Bien, ce fonds partage les 2 premières positions que je viens de vous citer, avec le fonds de Comgest, LVMH et ASML. Et la troisième, Schneider, n'a pas démérité puisqu'elle a progressé de 17% également sur le trimestre. Enfin, un fonds américain, le fonds Franklin US Opportunities, qui progresse de 10,29%. Bien, à l'image de ce qu'on a pu observer sur l'Europe, les valeurs de croissance aux États-Unis ont profité d'un contexte bancaire difficile, le flight to quality que je vous mentionnais avant, qui a généré une baisse des taux favorables aux valeurs de croissance. Pour indication, le taux souverain 10 ans US est passé de 4 à 3,46%. Dans les flops, nous avons le fonds de Lazard Capital Phi qui perd 9,87%. Bien la raison c'est que ce fonds détenait des titres AT1 Crédit Suisse dans le portefeuille, plus la contagion à la classe d'actifs qui a pénalisé fortement la valeur du fonds. À nouveau, si vous souhaitez avoir plus de détails sur les impacts dans les portefeuilles, je vous invite à lire notre communication sur le sujet. Le deuxième fonds, EDR Financial Bonds, baisse de 2,43%. C'est également un fonds qui est investi sur les AT1. Par contre, il est limité maximum à 50%. Et il avait une pondération marginale en Crédit Suisse qui, du coup, les deux ont limité la baisse par rapport au Lazard Capital Phi. Enfin, le fonds chinois JP Morgan China A-Share qui progresse de 0,23%. On a pu voir que la réouverture de l'économie chinoise a eu un effet moins dynamique comparé à ce qui s'était passé dans les pays développés l'après-Covid. Et celle-ci se reflète également sur les marchés actions qui peinent à reprendre des couleurs. En termes d'effet de change maintenant, il n'y a pas eu trop d'impact sur le change euro-dollar, sur nos allocations ce trimestre. L'euro a progressé de 1,25 contre dollar. Il a donc eu un effet légèrement négatif étant donné que nous sommes exposés à des actifs en USD non couverts. Sur les mouvements, on a réalisé 4 arbitrages début février. On a allégé à nouveau la gestion alternative dans nos portefeuilles en vendant le fonds Candriam Absolute Return Equity Market Neutral. On reste dans notre logique des derniers mois, à savoir profiter d'un environnement de taux beaucoup plus favorable pour renforcer les obligations dans nos allocations. Même les taux au jour le jour, suite à la dernière hausse de la Banque Centrale Européenne de 0,5% le 16 mars, sont intéressants puisqu'ils sont à 3%.
Le deuxième arbitrage, c'est les dernières publications de résultats des petites et moyennes valeurs qui ont été de bonne facture. Pour autant, de nouveaux points bas historiques de valorisation ont été atteints. Donc on en a profité pour renforcer la classe d'actifs. Le troisième arbitrage, on a initié une position sur les actions japonaises. L'environnement, qu'il soit macro ou micro par rapport aux autres pays, est relativement bon. Et là aussi, la décote de valorisation est très attractive. On a choisi un support couvert du risque de change euro-yen qui apportera un supplément de performance puisque les taux courts sont plus élevés en zone euro qu'au Japon. Enfin, le quatrième arbitrage, c'est qu'on a renforcé les obligations émergentes car dans les mois à venir, on devrait assister à un ralentissement de la politique de remontée de taux de la part de la Fed et à un affaiblissement du dollar contre les devises notamment émergentes. Donc on commence à renforcer cette classe d'actifs. Au niveau des perspectives et de la situation, après un pic observé début mars sur les taux, les événements sur les banques, faillite de SVB aux États-Unis, rachat de Crédit Suisse par UBS en Europe, ont provoqué un flight to quality que nous n'avions pas observé depuis longtemps. Cette fois-ci, durant quelques jours, cette situation exceptionnelle a déclenché les anticipations de baisse des taux de la Fed qui n'a finalement pas eu lieu. Aussi, de début mars au 31 mars, on a observé des baisses jusqu'à 1% sur la courbe des taux aux US. Par exemple, le 2 ans est passé de 5% à 4%. Et jusqu'à 0,6 en Allemagne. Le 4 ans est passé de 2,9 à 2,3. Dans ce contexte, les spreads sur les obligations corporate se sont tendus à la mi-mars avant de retrouver des niveaux inférieurs par rapport à la fin d'année 2022. Seules les obligations financières subordonnées restent sur des niveaux supérieurs. Sur les actions, même effet, après un pic de volatilité mi-mars, l'indice MSCI World Local Net Return est reparti à la hausse pour s'adjuger un gain de 7,4% sur le trimestre. Après avoir touché un point bas début mars, les primes de risque des actions Big Caps aux États-Unis et en Europe se sont légèrement reconstituées, mais restent loin de leur moyenne historique. On continue donc de diversifier nos allocations, là où nous trouvons plus de valeur, actions Small et Mid Caps, actions sur les entreprises environnementales, grâce à leur croissance structurelle, actions japonaises et chinoises, et d'une manière plus globale sur les obligations en privilégiant les corporates. Merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous en juillet pour faire le point sur la première moitié de l'année. D'ici là, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les profils, sur les stratégies et sur les supports. À très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci.